Verneuil, un portrait de tranquillité. Niché au cœur des collines verdoyantes de la campagne française, Verneuil dégageait un charme d'antan. Ce village pittoresque, avec ses maisons en pierre et ses ruelles sinueuses, semblait figé dans le temps. Chaque matin, le parfum du pain frais flottait depuis la boulangerie locale. Les villageois se rassemblaient pour acheter leurs baguettes et croissants, échangeant des sourires et des salutations chaleureuses. Les après-midi ensoleillés se passaient sur la place du village, où les ragots coulaient aussi librement que le vin au café de la place. Les enfants jouaient autour de la fontaine, tandis que les anciens discutèrent de la météo et des récoltes. La vie était simple, prévisible, et pour la famille Lemoine, idyllique. Ils appréciaient chaque moment passé ensemble, que ce soit lors des repas en famille ou des promenades dans les champs. Marc Lemoine, le menuisier du village, était un homme de peu de mots mais au cœur d'or. Il passait ses journées à créer des œuvres d'art en bois, chaque pièce étant un témoignage de son talent et de sa passion. Ses créations, des meubles artisanaux aux jouets complexes, étaient précieusement conservés par les villageois. Chaque objet racontait une histoire, et les habitants de Verneuil les chérissaient comme des trésors. Sophie, sa femme, était infirmière à la clinique locale. Sa douceur et sa nature compatissante étaient une source de réconfort pour beaucoup. Elle connaissait chaque patient par son prénom et prenait le temps d'écouter leurs soucis. Ensemble, ils avaient construit une vie remplie d'amour et de rire dans leur chalet douillet à la périphérie de Verneuil. Leur maison était un refuge, un lieu où ils pouvaient se détendre et être eux-mêmes. Leur fils unique, Éric, âgé de 12 ans, était un garçon brillant et curieux. Il passait des heures à explorer la nature environnante, toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Il avait le comportement calme de son père et les yeux bienveillants de sa mère. Éric était aimé de tous, et sa présence apportait une joie immense à ses parents. La vie à Verneuil était paisible, un contraste saisissant avec la tourmente qui allait bientôt engloutir la famille Lemoine. Les jours tranquilles allaient bientôt céder la place à des épreuves inattendues, mettant à l'épreuve leur amour et leur résilience. Bien qu'Éric excellât dans ses études, faisant preuve d'une intelligence vive et d'une soif de connaissance, la vie scolaire était loin d'être agréable. Sa nature calme et son amour des livres faisaient de lui une cible facile pour les brutes locales. Il se moquait de son comportement doux, le traitant de noms comme Éric l'ermite et professeur rat de bibliothèque. Chaque jour devenait un calvaire pour Éric. Il redoutait le chemin de l'école, son cœur battant d'anxiété alors qu'il anticipait les railleries et les bousculades inévitables. À mesure que l'intimidation s'intensifiait, Éric se repliait de plus en plus sur lui-même. Il trouvait du réconfort dans le monde des livres, où il pouvait échapper aux dures réalités de sa vie quotidienne. Les frontières entre la fantaisie et la réalité se brouillaient, et les créatures qu'il lisait dans ses livres semblaient s'infiltrer dans ses heures de veille. Cela a commencé subtilement, par des murmures au cœur de la nuit. Éric restait éveillé, le cœur battant à tout rompre, alors que de faibles murmures semblaient émaner des ombres de sa chambre. Au début, il les a écartés comme des produits de son imagination, les vestiges d'un rêve particulièrement vivace. Mais les murmures persistaient, devenant plus forts et plus menaçants à chaque nuit qui passait. Ils le narguaient, l'appelant par son nom, leur voix un mélange effrayant de malice et d'amusement. Des formes vacillantes dansaient au coin de son champ de vision, disparaissant lorsqu'il se retournait pour les affronter directement. Éric tenta de parler à ses parents des murmures et des ombres, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Comment pouvait-il expliquer l'inexplicable? Et ainsi, il souffrait en silence, l'obscurité se refermant sur lui. Section 4. Un tournant empoisonné. L'entité qui tourmentait Éric, la créature née de ses peurs et nourrie par son isolement, devint connue sous le nom de le monstre.
Cette entité n'était pas simplement une figure de son imagination, mais une manifestation tangible de ses angoisses les plus profondes. C'était un être amorphe, changeant et se transformant, se nourrissant de la terreur d'Éric. Chaque nuit, il devenait plus puissant, se nourrissant des cauchemars et des peurs qui hantaient l'esprit de Éric. Le monstre murmurait des promesses de pouvoir et de vengeance, le poussant à embrasser les ténèbres qui le consumaient. Ces murmures étaient incessants, une litanie de tentations qui érodait lentement la volonté de Éric. Poussé à bout, Éric chercha un moyen de faire taire les murmures, de bannir les ombres qui hantaient ses heures de veille. Il errait dans sa maison, cherchant désespérément une solution, une échappatoire à cette torture incessante. Il avait lu des articles sur les plantes vénéneuses dans l'un de ses livres, leurs propriétés étant capables de provoquer des maladies, voire la mort. Ces plantes, avec leurs baies toxiques et leurs feuilles dangereuses, semblaient offrir une solution à son dilemme. Un soir fatidique, alors que ses parents rendaient visite à des voisins, Éric cueillit une poignée de baies de belladone mortelles dans le jardin. La nuit était sombre, et l'air était lourd de tension et de désespoir. Ses mains tremblaient lorsqu'il les écrasa dans le verre de vin de son père, son cœur battant dans sa poitrine. Chaque mouvement semblait être une lutte contre sa propre conscience, une bataille entre le bien et le mal. Il savait que c'était mal, mais les murmures le pressaient, lui promettant la paix s'il obéissait. Les voix dans sa tête devenaient de plus en plus insistantes, le poussant à franchir cette ligne fatidique. Section 5. L'exorcisme du Père Antoine. Marc recula de dégoût, le goût amer du vin contaminé lui frappant la langue. Il reconnut immédiatement la belladone, son odeur caractéristique emplissant l'air. La panique l'envahit lorsqu'il réalisa ce qu'Éric avait fait. Sophie, alertée par le cri de son mari, se précipita dans la pièce pour trouver Marc agrippant sa gorge, le visage déformé par la douleur. Éric se tenait figé sur place, les yeux écarquillés d'horreur alors qu'il était témoin des conséquences de ses actes. La nouvelle de la tentative d'empoisonnement d'Éric se répandit dans Verneuil comme une traînée de poudre. Le garçon, autrefois charmant, devint un objet de peur et de suspicion. Désespérés d'aider leur fils, Marc et Sophie demandèrent conseil au père Antoine, le prêtre du village. Convaincu qu'Éric était sous l'emprise d'une force maléfique, le père Antoine accepta de pratiquer un exorcisme. La maison des Lemoine devint le théâtre d'une intense guerre spirituelle. Section 6. Le jugement d'Éric. L'exorcisme fut une épreuve chaotique et terrifiante. Éric se débattait et criait, sa voix se déformant en un grognement guttural qui fit froid dans le dos à tous les présents. Les meubles de la pièce tremblèrent violemment et des objets volèrent à travers l'espace comme propulsés par une force invisible. À travers le voile de la peur et de la confusion, Éric prit conscience de la terreur dans les yeux de ses parents. Il vit l'amour et l'inquiétude gravés sur leurs visages, et à ce moment de lucidité, il réalisa la véritable ampleur de ses actes. Le monstre avait déformé ses pensées, manipulé ses peurs et le conduit au bord de la folie. Rassemblant toutes ses forces, Éric lutta contre l'entité qui le tenait captif. Il refusait d'être sa marionnette plus longtemps. Il ne laisserait pas le monstre détruire sa famille. Dans un élan d'adrénaline, Éric se jeta sur le père Antoine, faisant tomber le crucifix de sa main. Section 7. Une nouvelle aube, un nouveau foyer. Au lendemain de l'exorcisme, un sentiment de paix s'abattit sur la maison des Lemoine. Les murs, autrefois imprégnés de terreur, semblaient respirer un nouvel air de sérénité. Le monstre, son emprise sur Éric brisée, sembla s'évanouir dans les airs. Les ténèbres qui avaient enveloppé la maison se dissipèrent, comme un mauvais rêve. Les murmures cessèrent,
les ombres ne dansèrent plus au bord du champ de vision d'Éric. Pour la première fois depuis longtemps, il pouvait voir clairement, sans la menace constante des ombres. La tentative d'empoisonnement avait secoué la famille Lemoine au plus profond d'elle-même. Chaque membre portait les cicatrices invisibles de cette épreuve, mais ils étaient déterminés à guérir ensemble. Tout en étant soulagés qu'Éric soit libéré des griffes du monstre, ils savaient que le chemin de la guérison serait long et ardu. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait d'une nouvelle vie, loin des horreurs passées. Cherchant un nouveau départ, une chance de reconstruire leur vie, loin des regards indiscrets et des murmures feutrés de Verneuil, la famille Lemoine décida de déménager. Ils espéraient que ce changement d'environnement leur offrirait la paix qu'ils recherchaient désespérément. Ils firent leurs bagages et dirent adieu au village qui avait été leur foyer pendant des générations. C'était un adieu empreint de tristesse, mais aussi d'espoir pour un avenir meilleur. Leur nouvelle maison, un charmant chalet au bord de la mer, leur offrait le réconfort et le sentiment de tranquillité auquel ils aspiraient. Les vagues, avec leur mélodie apaisante, promettaient des nuits de sommeil paisible. Le bruit des vagues qui s'écrasaient remplaçait les murmures qui avaient hanté leur nuit. Chaque vague semblait emporter avec elle un peu du passé douloureux. La vie après Verneuil n'était pas sans défis, mais la famille Lemoine les releva ensemble, leur lien renforcé par les épreuves qu'ils avaient traversées. Ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient surmonter n'importe quelle difficulté.